Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission C'est à elle, une émission réalisée et présentée par des femmes pour mettre en lumière des femmes. Nous parlerons aujourd'hui de deux sujets, celui de la maternité et spécifiquement des métiers liés à l'accompagnement à l'accouchement et puis de la pratique du henné. Pour en parler aujourd'hui sur notre plateau, deux femmes, Cécile Bréguizer, donc psychothérapeute et créatrice du blog Elle veut tout. Voilà, bienvenue. Et puis Fouzia, ethnologue, chercheuse, qui nous parlera de la pratique du henné. Alors tout de suite, nous allons commencer avec le premier sujet, et donc qui traite de l'accouchement à domicile. Alors oui, j'ai choisi ce sujet qui en fait est plutôt axé sur l'accompagnement des femmes enceintes et mettre en lumière, pour démarrer, un métier qu'on ne connaît pas très bien en France en tout cas, mais qui est beaucoup plus connu dans d'autres régions du globe, comme les États-Unis par exemple, qui est le métier de doula. Ce sont des femmes qui accompagnent la maman à partir du moment où elle est enceinte et jusqu'on va dire aux 3 mois du bébé. Et je trouve qu'elles font un métier formidable parce qu'elles viennent répondre et pallier un manque et d'informations et peut-être d'accompagnement émotionnel qu'on ne trouve pas toujours dans les milieux médicalisés. Voilà, donc ce reportage, c'est des interviews de deux doulas qui sont dans la région, Montpellier et à Nîmes. Il s'agit de Laetitia Négrier et Yael Catherine. Voilà, donc je leur laisse la parole. Alors la doula, c'est quoi? Donc c'est une femme qui va accompagner une autre femme sur différents plans. C'est d'abord un accompagnement émotionnel, mais on ne fait pas de la psychologie, on ne fait pas du thérapeutique. On est là dans l'ici et maintenant pour accueillir les émotions de la femme, les émotions du couple et pour lui permettre de dire et de cheminer quelque part à voix haute. C'est pas une sage-femme, c'est pas un médecin, c'est pas un psychologue. C'est une femme qui a été maman, qui a eu des enfants. On peut dire qu'il a ressenti ce que c'est que de porter un enfant, d'accoucher, et puis de se retrouver aussi seule à la maison avec son enfant, ses enfants. Donc c'est vraiment ça la transmission de femme à femme, de mère à mère. Je me suis formée au métier de doula avec l'association Doula de France. Et puis j'ai commencé à accompagner les mamans. Puis en même temps, j'ai aussi suivi dans le cadre de Doula de France le marrainage en étant marrainée par une doula plus expérimentée. Alors j'accompagne tous les choix, que ce soit à domicile ou en structure médicalisée. Donc à domicile, c'est toujours en présence d'une sage-femme, donc quelque part c'est toujours médicalisé. Et puis j'accompagne en structure si l'équipe médicale est d'accord. C'est d'abord transmettre la confiance en soi. Ce que tu ressens, c'est juste. Et transmettre un savoir aussi. Transmettre, c'est quoi un accouchement physiologique? Donc c'est lui donner aussi les clés, lui dire bah voilà, un accouchement physiologique, ça se passe comme ça. Ça dure tant de temps, c'est pas forcément 1 centimètre par heure, ça peut durer 20 heures de façon sécuritaire. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est vrai qu'en France, c'est un métier difficile. C'est encore en devenir en fait. Après, il y a des associations qui sont comme Doula de France qui ont vraiment essayé de créer une charte, qui sont créées voilà, une sorte de réglementation, de formation pour montrer qu'on est vraiment au clair dans ce qu'on fait en fait. Après, je ne sais pas ce que sera l'avenir de ce métier en France. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est reconnu, en Angleterre, dans d'autres pays. Surtout qu'en fait, aux États-Unis, tu payes en fait tous les frais médicaux, tout ça. Donc en fait, tu réfléchis quand même plus en fait à ce que tu vas choisir, puisque tu payes tout de ta poche en fait. Alors nous venons de découvrir dans ce reportage donc, le métier de doula. Donc dans ce reportage, nous avons vu que ça pouvait être à la fois dans un milieu hospitalisé, mais aussi dans un environnement donc, pour accoucher à domicile. Alors est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu le thème de l'accouchement à domicile? Comment ça se passe? Oui, en fait, effectivement, les doulas, alors,
Elles peuvent être accueillies aussi dans le milieu médicalisé, mais pas toujours, ça dépend de l'équipe médicale. Voilà. Mais enfin, pour moi, il était aussi légitime de parler maintenant de l'accouchement à domicile, qui est une pratique pas trop connue en France, même si les sages-femmes qui exercent ont énormément de demandes. Donc pour l'occasion, j'ai demandé à une sage-femme qui est dans la région, qui s'appelle Françoise Servant, qui a plus de 30 ans d'expérience à accompagner et à accoucher les mamans chez elle, de nous parler un peu de ce métier. L'idée étant aussi que ça démystifie ou que ça casse un peu la caricature ou le stéréotype de l'accouchement à domicile, où on pense souvent que c'est soit des hippies qui ont fait ce choix-là, soit la maman qui accouche sur une peau de bête en face de sa cheminée. Non, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un cadre bien médicalisé, et pour ça j'ai demandé à Françoise qu'elle nous explique bien son métier et le matériel médical avec lequel elle accompagne les femmes. Voilà, tout est bien sécurisé et on n'accouche pas à domicile n'importe comment. Il y a aussi des paramètres à respecter. On va prendre la décision à partir de la fin du 8e mois, pas avant. Il ne s'agit pas d'accoucher un bébé qui vient par le siège, ni des jumeaux. Donc voilà, à partir du moment où la femme est en bonne santé, le bébé est en bonne santé, le choix peut se faire. Voilà, donc je laisse Françoise maintenant nous parler de ce métier. L'accouchement à domicile, c'est prévu, c'est-à-dire que le couple est connu, on se connaît, il y a une relation qui se crée. Et on a eu le temps de préparer matériellement aussi l'accouchement. Nous demandons aussi au couple d'aller au 8e mois au plus tard, s'inscrire dans l'hôpital où on fera un transfert. Voilà, de façon à ce qu'elle soit connue, qu'il y ait un dossier qui ait été présenté. Elles doivent faire une consultation d'anesthésie, puisque au cas où, même si elles ne souhaitent pas a priori une péridurale, mais cette péridurale peut être une indication médicale pour une intervention par voie basse ou même pour une césarienne. Donc on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication à une anesthésie. Donc au 8e mois au plus tard, elles doivent faire ces démarches-là. On demande de travailler sur un périmètre qui se situe à peu près une demi-heure autour d'un établissement où il y a une maternité. En amont, nous faisons faire un bilan de coagulation qui doit être impeccable. Voilà, on ne peut pas supporter qu'il y ait des problèmes de coagulation, parce que ça, c'est le plus dur à résorber. Dans ce cas-là, même si c'est la fin de la grossesse qui révèle ça, le transfert doit être fait avant l'accouchement. Nous arrivons avec quand même une certaine quantité de matériel. D'abord un matériel de surveillance, c'est-à-dire, bon, évidemment, un tensiomètre, on a à surveiller l'état de la maman. Si tout va bien, on regarde donc l'examen clinique, la position du bébé, l'état d'avancement de la dilatation, on regarde le pouls, la température s'il le faut. Bon, ça c'est un peu comme pendant la grossesse. Et le matériel de surveillance pour voir si le bébé subit bien le travail. On a des sondes Doppler pour écouter les bruits du cœur qui peuvent également être utilisées dans le bain, dans l'eau, puisque certaines font ce choix, en tout cas au moins pour le travail, si ce n'est pour l'accouchement. Monitoring, si on a besoin de faire un tracé papier pendant un moment pour avoir une évaluation exacte quand même de son état. L'épisiotomie, c'est quelque chose qu'on pratique très peu à domicile. Si un enfant est en souffrance, c'est vrai qu'il faut faire l'épisiotomie. Mais ce genre de cas, on le rencontre peu. Peut-être aussi que à domicile, ce sont quand même des mamans qu'on surveille depuis des semaines, voire des mois, évidemment, et on a pu aider à préparer le périnée localement, des exercices ou des massages, mais aussi pas que localement, en périnée, ça se prépare aussi dans la tête. La médicalisation fait qu'il y a une surveillance telle que les femmes se sentent non seulement obligées de se faire surveiller, mais elles pensent que c'est vraiment nécessaire. Bon, il le faut, mais du coup, ça leur fait perdre un peu cet instinct qu'elles ont elles-mêmes de mener bien leur grossesse, de sentir ce qui est bon à faire ou ne pas faire, ne pas penser qu'on ne peut plus rien faire lorsqu'on est enceinte. C'est des choses, se réapproprier, avoir confiance. Voilà, on leur a fait perdre cette confiance.
Voilà, donc c'est vrai qu'on vient de le voir dans le reportage. Finalement, accoucher, enfin un accouchement à la maison, c'est quelque chose de sécurisant. Et c'est quelque chose qui est fait vraiment de manière pour rassurer la mère et l'enfant. Voilà, et qu'il faut sortir un petit peu des idées stéréotypées que c'est plus dangereux, etc. Exactement. Et puis il faut savoir aussi que bon, vu que ça se pratique énormément dans des pays dits référents comme l'Allemagne ou la Hollande, en fait l'idée vraiment c'est de montrer qu'à partir du moment où une femme enceinte, qui est quand même une femme à ce moment-là fragilisée, est accompagnée aussi bien émotionnellement, voire même affectivement, et sécurisée dans ce qu'elle est, dans sa capacité à accoucher par elle-même, les choses se passent bien. Et on va dire, moi j'ai entendu des chiffres où il y aurait à peu près 10% des femmes enceintes qui effectivement seraient orientées vers des structures médicalisées, mais que 90% peuvent facilement accoucher à la maison. Alors, l'idée n'est pas de faire du prosélytisme, ce n'est pas une fin en soi. Quel que soit son choix d'accoucher, quel que soit le lieu où on veut accoucher, pour moi, l'important, c'était de montrer qu'il y a des expertes, des professionnels qui viennent pallier un manque pour accompagner les femmes dans leur sensibilité et leur capacité, leur pouvoir, se réapproprier leur pouvoir à accoucher. Voilà. Très bien, eh bien, merci. Et donc toi, Fouzia, peut-être est-ce que tu peux nous donner ton opinion, ton avis sur cette question de l'accouchement à domicile? Mais ce qui m'intéresse en fait, c'est on voit dans notre société, c'est pas forcément une pratique qui est encore très répandue. Qu'est-ce qui explique qu'il y a un frein en fait qu'on ne voit pas autant que dans les pays du Nord, par exemple, ou pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de femmes ici en France qui choisissent ce mode d'accouchement plutôt Effectivement, en fait, bon, il y a une histoire de culture. C'est vrai que nous, on est quand même dans une culture en France très cartésienne, où on est sécurisé par le côté très scientifique. Et c'est vrai qu'on est allé à fond dans la partie médicalisée. Alors, comme ces reportages le montrent, c'est important. Loin de nous l'idée d'aller contre ça, au contraire. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que d'autres pays ont réussi à mutualiser, à fédérer l'évolution technique et scientifique à toute l'évolution humaine et à nos connaissances qu'on a aujourd'hui de l'humain et de la femme enceinte. Voilà. Donc, je pense qu'en France, c'est en train de bouger. Voilà. Et bon, ben voilà. On est là peut-être pour en parler. C'est ça. Alors maintenant, nous allons parler d'un tout autre sujet avec toi, Fouzia. Donc, nous allons parler de la pratique du henné, donc utilisée depuis des milliers d'années pour la coloration des cheveux ou la peinture corporelle. Donc, Fouzia et Zaya, qui est une autre journaliste de Kainas, sont partis à la rencontre de Zineb, donc une artiste tatoueuse au henné originaire du Maroc et qui s'est installée à Montpellier pour développer cette activité. Je vous propose de regarder le reportage réalisé donc par Fouzia et Zaya. Bonjour Zineb, bonjour. Comment ça va? Donc aujourd'hui Zineb travaille, c'est plutôt une passion sur le henné en fait, que vous pratiquez depuis plusieurs années, à peu près 5-6 ans. D'accord, c'est devenu vraiment sérieux comme pratique en fait, depuis quelques années en fait. Au début c'était simplement une passion, donc je faisais juste par rapport à mes copines, ma famille et tout ça, et maintenant je suis auto-entrepreneur donc je pratique en tant que professionnelle. D'accord. Alors pour ceux peut-être qui ne connaissent pas ce qu'est le henné, parce qu'il y en a, hein, est-ce que vous pourriez déjà nous donner une petite définition de ce que c'est Le henné en fait c'est une feuille, donc c'est une plante qu'on fait sécher et ensuite on réduit en poudre et après on la mélange avec plusieurs produits, plusieurs choses comme du sucre, du citron, pour justement l'acidité va permettre à la couleur de sortir un peu mieux. Et puis il y a plusieurs étapes pour pouvoir le préparer. Quelles sont les compositions? Donc comment je le fabrique? Oui, en fait le henné, comme je vous ai dit, se fabrique en 3 étapes. Donc la première étape, donc on prend le henné, on le mélange avec un mélange de thé, enfin, comme si on faisait le thé normal à la menthe marocain. On rajoute du sucre
Et donc on le laisse reposer, donc infuser. Et avec cette tisane-là, si vous voulez, on va mélanger la première fois le henné, mais que ce soit une pâte assez épaisse, assez dure. On laisse reposer pendant 10 heures. Ensuite, on reprend la pâte, on prend du citron, du sucre et puis de la cannelle. Donc ça aussi, on le met en infusion, qu'on a laissé reposer un petit peu. On remélange pour que la pâte soit un petit peu plus liquide. Pas trop liquide non plus. Ensuite, on laisse reposer 10 heures. Et là, on met des huiles essentielles, donc quelques gouttes, pas trop. Et on laisse reposer encore 10 heures. Et là, le henné est prêt à être utilisé. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez, la henné par rapport à la santé et la henné par rapport à l'environnement? Le henné, c'est quelque chose c'est un produit naturel. Donc pour l'environnement, ça n'a pas d'incidence. Du moment qu'on ne rajoute pas de produits chimiques dedans. Parce qu'il y a des personnes qui, comme je vous disais, rajoutent des produits comme du diluant, du white spirit pour que ça sorte mieux. Voilà, des produits très agressifs. Voilà, très agressifs pour la peau. Il y a même des personnes qui mettent de la coloration pour cheveux. Donc c'est très très agressif. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se retrouvent avec des cloques après avoir fait un dessin. Et donc si on l'utilise de façon naturelle, il n'a aucune incidence sur l'environnement. On a vu, il y a une évolution par rapport à la pratique. C'est plus réservé au rituel, comme on l'a dit, du mariage. On voit beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons qui pratiquent ça. Comment vous l'expliquez, cette évolution? Je pense qu'on évolue avec le temps, parce que même les dessins, c'est pas du tout les mêmes que ce qu'il y avait au début. Les motifs, oui. Ouais, au début, c'était... avant, c'était vraiment, ils mettaient un rond pour le monsieur, et puis la fille, c'était carrément juste un truc orange qu'elle avait sur les mains. Maintenant, ça s'embellit de plus en plus. Donc ça a commencé par des petites fleurs, après ça a commencé par des petits motifs. Et là, au jour d'aujourd'hui, on arrive même à mettre des paillettes, à mettre de la poudre de diamant, des strass. Donc c'est devenu vraiment un bijou de peau. C'est une pratique très sophistiquée, on va dire, très précise. Oui. Oui. Peut-être, on l'avait évoqué, il y a plus d'hommes maintenant aussi. C'est l'été plutôt. C'est l'été. Ouais, l'été, j'ai beaucoup plus d'hommes qui aiment bien se montrer un peu en force, qui se mettent un petit peu ici sur le cou. Ouais, c'est tout. Sinon, les hommes, c'est les 200, un peu le poignet, mais pas plus. Non, nous allons laisser Zineb faire une petite démonstration de henné avec un tatouage et un motif qui sera choisi par Iman. Bonjour Iman. Bonjour. Bonjour. Donc tu as choisi de faire un tatouage au henné. Donc on va laisser Zineb te proposer les différents motifs qui existent et qui pourraient te plaire. Donc Zineb, je te laisse la parole. Mais écoute, ici moi j'ai pas trop de dessins pour garçons, mais ce que je peux te proposer c'est ça. Ou alors t'écrire quelque chose en arabe, en calligraphie arabe. Qu'est-ce que tu préfères? En calligraphie arabe. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie d'écrire? Un prénom? Mon prénom. Ton prénom? Un prénom, d'accord. Très bien. Hop. Donc là, on voit que tu prends un pochoir. Vas-y, je vais expliquer un peu en même temps. Donc c'est un pochoir que tu as créé toi-même. Ton prénom c'est Ayman? Ouais. D'accord. Alors juste, il ne faudra pas que tu tournes la tête après. Il faudra le laisser bien sécher. D'accord? Donc comme vous pouvez le voir, c'est de la précision. Et c'est une pratique qui demande aussi beaucoup de patience. Donc on voit que Ayman est très attentif. Est-ce que tu veux que je te mette un motif dessous ou juste le prénom? Comme vous voulez. Hein. Ouais. Voilà le superbe motif et le prénom de Ayman. Ayman.
qui est une des choses les plus simples en fait à faire par rapport aux motifs qu'on vous demande parfois. Bon, ça c'est très simple. Oui, ça c'est très simple. Voilà. Nous venons de voir le reportage sur le henné. Alors pourquoi avez-vous voulu choisir ce sujet ? Alors, c'est vrai que le henné, c'est une pratique qu'on connaît comme ça, sans vraiment savoir ce que c'est. Et on voit en ce moment, surtout dans la période estivale, des gens s'autoproclamer tatoueurs au henné dans les rues, à la plage, sans vraiment savoir ce qu'il y a comme produit, etc., la dangerosité ou pas. Donc, on voulait avec Zaya un peu voir vraiment une personne qui en avait fait son métier et la façon dont elle travaillait, les produits qu'elle utilisait pour un peu avoir une vision claire de ce qu'était cette profession. C'est une passion avant, donc comme je le dis dans le reportage, c'est une passion et donc comment elle est arrivée à en faire un métier sûr, une pratique sûre pour les personnes qui choisissent cette application-là. C'est ça. Et en plus, c'est une plante naturelle, donc à la base, c'est pas quelque chose, à part si on est allergique, voilà, vraiment à... C'est une plante naturelle, voilà, quand elle est bien utilisée, quand elle est utilisée uniquement sans apporter d'autres produits, parce que c'est ça le souci. Ça pose maintenant même un problème, je dirais, de santé publique, parce qu'on voit des accidents arriver en fonction de la manière dont c'est préparé. Donc avec Zaya, on voulait vraiment mettre l'accent sur les propriétés même de cette plante qui est utilisée dans des, pour des applications entre guillemets thérapeutiques, mais surtout on a aussi voulu montrer qu'il y a une évolution, parce qu'au départ c'est une pratique plutôt rituelle dans les mariages, et on voulait montrer aussi que c'est plus seulement utilisé par les femmes, on voit les hommes aussi maintenant y venir. C'est une alternative en fait au tatouage classique et invasif en fait. Voilà, parce que ça part au fur et à mesure, et puis c'est pas permanent. Au bout de quelques semaines, ça dépend ensuite. Il n'y a pas de conséquences sur la peau. On a plein de possibilités, comme le dit Zineb, on a plein de possibilités, des paillettes, des strass, etc. Donc c'est vrai que l'évolution est intéressante, moi en tant qu'ethnologue, de voir comment, quelle population s'approprie cette pratique-là et dans quel but. Là, c'est vraiment un embellissement, on veut se montrer, on veut montrer son tatouage au henné. L'évolution aussi sur les parties du corps, il y a énormément de choses qui montrent que c'est une pratique qui va encore aujourd'hui avoir d'autres types d'évolutions dans l'avenir en fait. D'accord. Et toi, tu as eu l'occasion de tester Moi, déjà étant donné que je suis d'origine marocaine, c'est vrai que j'ai testé. Bon, moi, je suis plutôt quelqu'un de classique. J'aime bien les petits motifs. C'est vrai, comme je l'ai déjà dit, on a une évolution sur les parties du corps qu'on ne dévoilait pas à l'origine, en fait, le dos, le ventre, etc. Donc, moi, j'ai eu recours au henné pour le mariage, pour d'autres pratiques, ou juste pour avoir un petit motif comme ça, sans que ça entre dans un cadre rituel spécifique en fait. Donc c'est vraiment une pratique qui est abordable par tout le monde, et elle montre bien, Zineb, elle a des demandes qui sont vraiment spécifiques en fonction de ce qu'on demande. Oui, voilà. D'accord. Et donc par rapport à cette émission, c'est à elle, voilà, c'était pouvoir mettre en valeur donc l'activité de cette femme et montrer l'évolution aussi de la pratique qui s'étend de plus en plus. Oui, on met en valeur une pratique. Aussi une femme qui pratique, c'est-à-dire qu'elle est partie d'une passion pour en faire un métier, puis pour évoluer vers d'autres formes de création, le tatouage, la déco, etc. Donc c'est pas seulement la pratique, j'insiste, c'est un parcours aussi d'une femme qui est important à souligner, et c'est à elle, c'est ça aussi le but, c'est de mettre en avant ces femmes-là, des initiatives, particulières. Comme aussi avec ton œil de chercheur aussi, qui était d'aller creuser un petit peu plus
voilà, une pratique voilà, qui... C'est vrai que bon, on n'est pas dans la recherche académique, mais on est quand même sur le terrain, on est à la rencontre de personnes qui ont envie aussi de montrer les initiatives et ça marche, la preuve, puisqu'elle est auto-entrepreneur et sa profession est de plus en plus reconnue, elle fait des salons, donc c'est ça en fait, c'est à elle. Hein. Oui, c'est ça, c'est à elle. Très bien, je ne vous cache pas aussi que le fait d'avoir choisi ce reportage, c'est aussi parce que moi-même, j'ai accouché à la maison. Donc voilà, je sais de quoi je parle, je sais par où il faut passer et j'avais vraiment besoin de transmettre quelque chose, une connaissance et donc à travers ces témoignages-là. Et grâce à C'est à elle, que je remercie énormément parce que c'est vrai que quand on a construit cette émission depuis des mois et qu'on nous a laissé carte blanche pour pouvoir nous exprimer et aller sur le terrain, pour aller mettre en lumière des femmes, des parcours de femmes qui sont plutôt atypiques, moi j'ai passé un super moment et merci beaucoup, quoi. Très bien, merci beaucoup pour la réalisation de Il y ces avait reportages. Aussi, en fait, parce que ces reportages-là, voilà, ont pris énormément j'ai filmé énormément de personnes et malheureusement, on a un petit format ici sur Kaina et c'est très bien. Simplement, voilà, je vais pouvoir aussi approfondir un peu plus sur Elle veut tout, où là, je vais pouvoir aussi diffuser des images qu'on n'aura pas eu le temps de passer ici, voilà, mais qui viendront approfondir, cette émission. D'accord, peut-être on peut en profiter justement pour rappeler l'adresse du site avant de se quitter. Voilà, c'est www.elleveuttout avec 2 o.com. Voilà, et puis Fouzia, eh bien, vous voulez... Pardon, je suis désolée. Tu veux parler de quelque chose en plus ou... En fait, c'est vrai que Zaya est absente, mais on a vraiment voulu montrer de façon, même si c'est un reportage de quelques minutes, voulu montrer vraiment de façon, j'espère, complète, une pratique qui est sans danger quand elle est pratiquée par des gens qui la maîtrisent. Aller vers des personnes qui pratiquent ça dans la rue, je ne le conseille pas forcément. On ne sait pas qui sont ces personnes, quels sont les produits. Donc vraiment, j'insisterai vraiment sur cet aspect-là. Le bouche à oreille marche bien. Hein, Zineb est connu maintenant sur Montpellier. Donc vraiment, de faire attention vers qui on va. Et même si c'est très tentant, c'est pas très cher, de se méfier des personnes qui font l'application du nez dans la rue et à la plage accessoire. Voilà. De se méfier, de faire attention à tout ça. Voilà. Très bien, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Et merci Jeanne, merci beaucoup, merci Fouzia. Avec plaisir. Et puis nous vous retrouverons très bientôt sur Kaina TV. Vous pourrez retrouver l'intégralité de la vidéo sur notre site internet www.kaina-tv.org. Et donc je vous dis à très bientôt. Au revoir. Thank you.